Bonjour les collègues, je vous espère en forme. Alors dans cette vidéo, je vais vous faire un point sur l'actualité sociale et syndicale au Conseil régional. L'actualité sociale et syndicale à la sortie du comité technique du 31 mai 2022, parce qu'on a quand même eu pas mal d'informations qu'il faut que je vous transmette là, pas mal d'informations sur les conditions de travail, les primes, l'organisation des services au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Si vous arrivez sur cette vidéo, sur cette chaîne, je me présente, je suis Stéphane Maté, je suis représentant du personnel au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté et je poste sur cette chaîne des conseils, des tuyaux, des astuces sur la fonction publique territoriale en général et sur le climat social et syndical dans ma collectivité d'appartenance, le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Alors, bon, il n'y a pas vraiment d'ordre dans les sujets que je vais aborder, mais je commence par le dossier FEADER. FEADER, vous avez suivi, c'est le transfert de compétences de l'État au Conseil régional. FEADER, c'est ça. Donc, on va se dire les choses. Notre position syndicale, la position qu'on avait travaillé ensemble avant le comité technique sur ce dossier, c'était quand même pas de planter notre administration, de planter le Conseil régional sur l'acquisition de cette compétence, sur le transfert de cette compétence de l'État vers le Conseil régional. Même si, évidemment, on avait été très vigilant préalablement aux conditions de travail et puis à la manière dont tout ça allait se mettre en musique. Sur ça, on est bien d'accord. Donc l'idée, c'était plutôt d'aider les collègues concernés, impactés par ce transfert de compétences, d'aider le collectif et de faire remonter de manière constructive nos propositions, nos idées, nos remarques, faire remonter tout ça à l'administration pour réussir ensemble le challenge de l'acquisition de cette compétence FEADER, et j'ajouterai FEADER Natura 2000. Pourquoi est-ce qu'on avait arrêté cette position syndicale? Parce que clairement, c'est pas l'État qui va nous aider. L'État, l'administration centrale, comme d'habitude, elle nous refile une compétence sans les moyens de la mettre en œuvre correctement. Et peut-être avant de vous démontrer pourquoi ce transfert il est mal calibré, donc on est obligé de mettre beaucoup d'énergie pour le réussir. Avant de vous expliquer ça, je vais peut-être vous dire ce qui est transféré au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Au 1er janvier 2023, donc c'est quand même assez proche, notre collectivité assurera l'autorité de gestion des fonds européens, FEADER, l'instruction et le contrôle des mesures qu'on appelle non surfaciques. Ça veut dire quoi? L'aide à l'installation des jeunes agriculteurs, l'investissement, le conseil, le développement durable. Et je pense que vous avez compris, rien qu'en entendant le mot jeunes agriculteurs, aide à l'installation des jeunes agriculteurs, parce que du coup c'est une mesure extrêmement sensible, c'est très politique, très sensible, et donc c'est pour ça que les élus du Conseil régional, ils regardent ce transfert de compétences et l'acquisition de cette compétence FEADER comme le lait sur le feu. Donc vous dire aussi qu'en termes d'argent, c'est considérable, de moyens c'est considérable, parce que sur la période 2023-2027, c'est 385 millions d'euros supplémentaires d'aide publique si on additionne le FEADER et les cofinancements publics. Ça fonctionne comme ça, le FEADER, il y a forcément un cofinancement. Je vous dis un mot aussi sur les agents supplémentaires qui vont arriver au Conseil régional pour mettre en œuvre cette nouvelle compétence. Et donc c'est là qu'on attaque l'explication sur le fait que le transfert, il est évidemment pas en la faveur du Conseil régional et que l'État ne nous donne pas les moyens de faire. Parce que d'après nos estimations, d'après les estimations du Conseil régional et d'un cabinet qui a été mandaté pour nous aider, actuellement il y a entre 70 et 80 agents dans les services de l'État dans les 8 départements de la région, région Bourgogne-Franche-Comté, qui traitent ce sujet FEADER. Mais l'État, il ne nous en transfère que l'équivalent de 32 équivalents temps plein. La différence? La différence, vous avez compris, c'est la région qui doit payer, c'est les fonds régionaux qui vont payer, qui vont mettre au bout. Voilà, c'est comme ça, c'est toujours comme ça que l'État fait les économies. Il transfère une compétence, mais il ne transfère pas les moyens qui vont avec. Donc c'est le Conseil régional qui est obligé de s'adapter, qui est obligé de financer. En plus, pour vous dire qu'on partait quand même au Conseil régional avec des poids accrochés aux chevilles là, pour réussir ce transfert, c'est que l'État, il ne veut pas solder les dossiers en cours sur le FEADER, sur la programmation actuelle. C'est-à-dire que la région, elle récupère la prochaine programmation du FEADER, à partir de 2023, mais l'État, il dit, on vous file aussi les dossiers qui ne seront pas soldés, des aides aux jeunes agriculteurs, les dossiers qui ne seront pas soldés au 31 décembre. C'est-à-dire qu'il y a 6500, c'est ce qui a été évalué par le Conseil régional, il y a 6500 dossiers qui ne sont pas encore soldés sur le FEADER, des dossiers qui sont gérés actuellement par l'État. Eh bien, au 31 décembre, ces dossiers, s'ils ne sont pas soldés, l'État va arriver avec des camions de dossiers, des cartons de dossiers, ils vont déposer ça au Conseil régional, ils vont nous dire, débrouillez-vous, maintenant c'est vous qui avez la compétence, donc non seulement vous récupérez la nouvelle programmation sur le FEADER, mais en plus, vous devez solder les dossiers de l'ancienne période pour les jeunes agriculteurs de Bourgogne-Franche-Comté. Donc vous imaginez bien que ça va être compliqué, puis vous imaginez bien aussi que ça ne va pas être la crème de la crème des dossiers qui vont être remis en fin d'année au Conseil régional, parce que si les collègues de l'État ne les ont pas soldés, c'est que c'est des dossiers complexes, voire des dossiers
difficiles ou des dossiers sur lesquels ils ne peuvent pas solder peut-être. Donc peut-être qu'il faudra dire à l'agriculteur qui a demandé son aide, ben, on ne va pas pouvoir vous donner votre solde. Enfin, ça va être que des dossiers compliqués. Et ça, c'est à nous, conseil régional, de le traiter. Donc on ne peut pas dire que l'État, là, sur ce coup-là, mais on a l'habitude, soit dans un transfert de compétences qui nous est favorable. Bon, du coup, je pense que vous avez compris l'essentiel. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'il y a déjà eu 32 postes de créés en janvier 2022. Vous vous souvenez de ça, pour le FEADER, 32 postes de créés. Et donc que la région, elle nous a demandé au comité technique du 31 mai la création de 36 postes supplémentaires. Pourquoi? Pour arriver à un total de 68 postes. Ça a été évalué à 70 à 80 postes. La région, elle en recrée 36 supplémentaires pour arriver à 68 postes pour essayer d'absorber et de s'organiser correctement pour cette prise de compétences, pour qu'en fin d'année 2022, nous soyons prêts à la fois à exercer la nouvelle compétence FEADER et puis aussi à gérer le solde des dossiers qui n'aura pas été effectué par les services de l'État. Donc 68 agents supplémentaires, 68 postes supplémentaires, ça fait du monde en plus, ça fait des modifications d'organigramme, des modifications de services, de direction, des changements de mission, des modifications de postes. Donc ça nécessitait un comité technique pour nous présenter tout ça. L'état d'esprit de l'administration, c'est d'aider, de ce qu'on a compris au comité technique, c'est d'aider les agents à se préparer à cette nouvelle compétence. Parenthèse, on a demandé, nous, l'administration, de mettre en place un plan de formation spécifique pour former les agents qui vont être sur ce FEADER 2023. D'accueillir les collègues de l'État, ça c'est l'état d'esprit de la région encore, d'accueillir les collègues de l'État avec joie et puis faire en sorte qu'ils se sentent bien à la région, parce que quand même on n'y est pas trop mal au conseil régional, puis il y a des syndicats qui sont costauds, donc ils sont là pour les aider, et puis surtout d'être prêts au 31 décembre 2022 pour cette nouvelle compétence, même si, et on en reparlera, au 31 décembre 2022, le conseil régional sera fermé, puisque l'administration veut fermer d'autorité le service public en fin d'année, mais on en reparlera un peu plus loin dans cette vidéo. Alors qu'est-ce que je peux vous dire aussi? Vous dire qu'au niveau des primes, on a obtenu qu'aucun agent du conseil régional ne voit ses primes diminuer s'il postule sur un poste qui lui plaît vraiment, sur les 68 postes qui sont publiés sur ce transfert de compétences. S'il postule sur un de ces 68 postes et que ce poste est moins coté que son poste actuel, il va conserver ses primes. Je vais pas être trop long, mais c'est-à-dire que s'il était expert, s'il avait une grande expérience et qu'il repasse en junior, il aura une indemnité différentielle pour garder la valeur absolue de ses primes. Donc ça a été cranté, acté aussi. Sur ce dossier FEADER, je peux vous dire, autre information à vous donner, qu'on a aussi un challenge bureaux locaux à gagner, parce que l'État est organisé dans les 8 départements. Nous, au conseil régional, on passe à une organisation en bicite Dijon-Besançon. Bon, Dijon, ça va le faire pour absorber les collègues, pour absorber les postes supplémentaires, mais Besançon, les collègues de l'État, ils sont dans le bâtiment Viotte vers la gare, bâtiment Viotte de l'État. Nous, on a bâtiment Viotte conseil régional, mais il ne sera pas fini au 1er janvier 2023. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on envoie les collègues de l'État qui vont venir, et les collègues qui vont gérer cette compétence, est-ce qu'on les met tous à Planoise par exemple, pendant 1 mois, 2 mois, le temps que les travaux à Viotte soient terminés? Ou est-ce qu'on trouve une solution pour que ça aille plus vite à Viotte et qu'ils puissent, ça serait quand même plus simple, passer directement du bâtiment Viotte de l'État au bâtiment Viotte du conseil régional, à 20-30 mètres en face? Donc voilà, il y a ce challenge des locaux aussi à régler, ça c'est ce qui arrive sur la fin d'année. Donc ça nous a été présenté en comité technique, enfin nous, l'UNSA, on avait posé la question pour savoir précisément ce qui allait se passer. Donc vous voyez qu'il y a encore, sur la formation, sur les locaux, sur est-ce que les 68 postes vont être pourvus, un gros challenge à gagner sur la fin d'année. Et donc nous, à l'UNSA, notre état d'esprit, c'est pas de ralentir l'administration, c'est de faire remonter tous les petits dysfonctionnements, tout ce qu'on peut faire remonter sur le personnel pour faire en sorte que l'administration elle soit prête à prendre cette compétence. Et c'est pour ça qu'on a voté pour, on est le seul syndicat à l'avoir fait, pour le rapport qui a été présenté et pour évidemment la création des postes supplémentaires pour compenser, je ne vais pas dire la défaillance de l'État, la pingrerie de l'État ou le transfert non équitable de l'État, mais enfin vous avez compris l'état d'esprit quoi. Donc pour l'organisation présentée et puis le processus, et puis pour les postes créés, parce que sinon on n'allait pas y arriver. Bon, j'étais un peu long sur le FEADER, mais c'est un gros dossier. Je vous dis un mot sur Natura 2000. Natura 2000, loi 3DS relative à la différenciation, déconcentration et décentralisation et la simplification de l'action publique locale, je vais y arriver. Elle a été publiée le 21 février 2022. Eh bien, cette loi, elle décentralise la gestion des sites Natura 2000, exclusivement les sites terrestres, aux régions.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau national, Natura 2000, c'est autour de 25 ETP, simplement 25 ETP, qui sont répartis sur 100 départements, et qui sont donc à transférer de l'État aux régions. Et donc, plutôt qu'un transfert de personnel, ce qui a été décidé au niveau national, c'est de transférer la masse salariale. C'est-à-dire pas de transfert de collègues de l'État, mais transférer la masse salariale aux conseils régionaux. Et donc, nous, au conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, sur la compétence Natura 2000, pareil, l'administration, sur commande des politiques, des conseils régionaux, elle veut réussir l'acquisition de cette compétence transférée de l'État au conseil régional, et donc elle crée un service spécifique qu'elle essaie de dimensionner suffisamment, avec suffisamment de collègues, un service avec 10 collègues qui seront chargés donc du pilotage de la gestion des sites Natura 2000 de Bourgogne-Franche-Comté. Pour vous donner une idée, c'est 117 sites qui sont répartis sur l'ensemble du territoire de Bourgogne-Franche-Comté. Voilà, c'est ça quand même, et donc ces collègues vont être chargés de l'animation des mesures FEADER Natura 2000, de préservation, de restauration des sites Natura 2000, et par exemple Natura 2000 c'est la protection des cours d'eau et des sols, voilà, pour vous faire un résumé de ce qu'est cette compétence. Et voilà ce que je pouvais vous dire rapidement, plus rapidement que sur le FEADER, sur la prise de compétences Natura 2000 au Conseil régional Bourgogne-Franche-Comté. J'espère avoir été à peu près clair. Sans transition, vous dire aussi qu'on a parlé à ce comité technique de pouvoir d'achat, évidemment, puisque les représentants du personnel UNSA avaient un mandat clair des agents pour parler pouvoir d'achat, pour faire remonter aux élus cette problématique du pouvoir d'achat. Et donc en comité technique, on a demandé que les élus, que les conseillers régionaux qui étaient en face de nous, eh bien, ils se prononcent pour une hausse de 10% du point d'indice. On avait déjà demandé plusieurs fois qu'ils se prononcent pour une hausse de 10% du point d'indice de la fonction publique et qui nous aident au niveau national à obtenir ces 10%, qui défendent ces 10% de hausse du point d'indice. Donc le vice-président Patrick Ayache, il a répondu qu'ils étaient favorables, que les élus, l'exécutif était favorable à une hausse du point d'indice. Mais il a aussi dit que 10% de hausse du point d'indice, c'était pas possible, que 10% de hausse de point d'indice, c'était impossible à absorber pour les collectivités locales. Donc ça, c'est une information importante, ça veut dire que le gouvernement, il va se servir de cette position des élus du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, mais qui est la même position pour tous les élus territoriaux en France, il va se servir de cette position pour pas donner 10% de hausse du point d'indice. Alors, je voudrais m'attarder un peu sur cette question de la hausse du point d'indice. Le gouvernement actuel, avec Elisabeth Borne, et puis même le gouvernement précédent avec Jean Castex, il n'a jamais donné de taux d'augmentation du point d'indice. Justement, ce dégel du point d'indice. Je ne vous annoncerai pas un montant ce matin, tout simplement parce que ça ne sera pas respectueux oui, mais est-ce que du dialogue social que je mène avec eux. Est-ce que c'est tranché ? Pas encore, nous avons des discussions. Jamais. Il a parlé de hausse du point d'indice, il n'a jamais donné de taux. Pourquoi ? On va essayer de décrypter un peu, comme si on faisait une négo. Parce que s'il avait en tête 8% de hausse du point d'indice, 7,5%, il serait pas loin des 10% de hausse qui est réclamé par la majorité des syndicats au niveau national. Donc il pourrait te dire, s'il veut donner 7,5%, il pourrait dire dès aujourd'hui qu'il veut donner 7,5%, parce que c'est pas loin de 10%. Donc ça nous foutrait pas forcément en colère. Ou tu sors ou je te sors, mais il faudra prendre une décision. Puis j'imagine que ça ferait... En plus, on va se dire les choses, j'imagine que ça ferait des arguments aussi pour les candidats de l'actuelle majorité du gouvernement qui se portent au suffrage des citoyens pour les élections législatives. De voter pour moi. Donc le gouvernement actuel, il ne dit pas combien il veut donner d'augmentation du point d'indice. C'est forcément déjà que c'est moins de 8%, moins de 7,5%. Si c'est moins que 7,5%, moins que 8%, combien est-ce qu'ils ont en tête ? 5%? Je pense pas, parce qu'en égo, si tu veux 10, qu'on te dit 5, tu te dis que tu peux monter à 7,5. Syndicalement, on va pas tout casser non plus s'ils nous disent 5%, parce qu'on va se dire qu'on peut monter à 7,5 et qu'on a fixé notre barre à 10. Donc on pourrait tomber d'accord avec le gouvernement. On pourrait tomber d'accord avec le patronat, parce que le gouvernement, là, dans cette position, c'est un peu notre patronat. Nous, on veut 10, on coupe la poire en deux, vous proposez 5, on veut 7,5. Mais le gouvernement, sur cette question, sur nos salaires, il ne dit même pas 5. Est-ce que c'est tranché ? Pas encore, nous avons des discussions. Ni le gouvernement actuel, ni celui de Jean Castex n'a donné un pourcentage. Personne n'a même parlé de 5% au moins de hausse du point d'indice. Ils nous disent, faut voter, vous aurez une hausse du point d'indice, mais ils nous disent pas combien le point d'indice, ils veulent l'augmenter. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est moins que 5%. Ils peuvent pas nous dire, parce que c'est beaucoup moins que 5%.
Et là, on ne serait pas content. Ça sera largement en dessous de 5% ce qu'ils ont en tête, ce qui est absolument inacceptable pour rattraper 10 ans de gel de nos salaires, en dehors des 2 fois 0,6% de hausse qu'on a eu par le président de la pluie. Et qui passe devant le Fouquet, c'est l'une des images symboliques les plus symboliques. Donc on sera largement en dessous de 5%. Je vous le dis. Et je pense vraiment que le gouvernement actuel, il va lâcher que dalle sur le point d'indice. Il va rien lâcher. Je pense que leur état d'esprit, c'est de donner autour de 1 ou 1,5% de hausse du point d'indice, et que c'est tellement loin des revendications syndicales, c'est tellement scandaleux par rapport aux enjeux, aux attentes des agents, qui veulent surtout pas donner de chiffres, parce que ça partira en cacahuète. En plus, je m'excuse de prendre un peu de temps sur ce point d'indice, sur cette hausse des salaires, mais de toute manière, c'est la préoccupation première des agents et c'est notre première priorité, nous, au Conseil régional. C'est important. Je vous signale un truc qui m'agace énormément. Je prends sur moi, mais je suis très agacé. Quelque chose qu'il faut dénoncer et qu'on dénonce syndicalement, c'est que la hausse du point d'indice, souvenez-vous, au début, si on n'avait pas de pourcentage, il était dit par le gouvernement Castex que ça devait être fait avant l'été. Le point d'indice, qui sert donc à fixer la rémunération des fonctionnaires, va être revalorisé. Les discussions vont commencer avec les syndicats pour savoir de combien il va être augmenté. Non, ça n'est pas une annonce électoraliste. Je vous rappelle que l'été, c'est le 21 juin. Puis maintenant, ça a changé. Parce que la nouvelle première ministre, Elisabeth Borne, elle dit quoi? Elle dit que le futur relèvement du point d'indice des fonctionnaires, il serait intégré au projet de loi de finances rectificative examiné cet été. Mais ça nous amène où ça? Ça nous amène fin juillet. Donc on vient de se prendre un mois dans la vue. Et donc on se fait avoir encore d'un mois. Un mois sans hausse générale des salaires. En plus, j'imagine pas une hausse, enfin une application au 1er août, si c'est voté fin juillet, ni au 1er septembre, parce que les employeurs ils vont dire, bah non, en août on peut pas gérer ça avec nos services RH. Septembre c'est compliqué avec les prestataires de logiciels paye, tout ça ils sont tous fermés en août, ils travaillent pas donc on pourra pas mettre en œuvre au 1er septembre. Puis de toute manière j'ai vérifié, il n'y a jamais eu de hausse de point d'indice calé un 1er août ou un 1er septembre, c'est 1er octobre. Donc vous avez compris, on est passé d'une hausse du point d'indice dont on n'avait pas le pourcentage qui devait avoir lieu en juin à une hausse de point d'indice qui arrivera vraisemblablement au plus tôt au 1er octobre 2022, donc on se fait encore avoir pendant 4 mois. Stratégiquement, tu me prendrais pas pour un perdreau là un peu, non? Hein? Tu me prendrais pas pour une galinette cendrée un peu, non? Donc sur le calendrier, on n'est pas d'accord, et sur le fait que l'exécutif, le gouvernement actuel ne dévoile pas ces cartes, ne nous donne pas de pourcentage d'augmentation, on n'est pas d'accord, il faut le dénoncer, il faut mettre la pression sur l'exécutif, sur les politiques, pour qu'ils nous disent maintenant, il y a les élections législatives, ils nous disent maintenant quelle est leur feuille de négociation, à combien ils veulent augmenter le point d'indice, et quand concrètement ils vont l'augmenter. Bref, vous avez compris, tout ça, ça m'agace, j'espère que ça vous agace aussi, enfin j'imagine. Si vous avez des tuyaux, des informations, des pistes, des analyses, mettez-les dans les commentaires de la vidéo, parce que nous, ça nous aide aussi. Voilà, ça nous permettra de mettre en place une stratégie pour obtenir la hausse du point d'indice la plus importante possible, et puis partager nos informations sur le sujet. Vous savez que notre priorité syndicale, à nous, et à nos représentants à Paris, c'est d'obtenir une hausse du point d'indice la plus forte possible et le plus rapidement possible. Bah allez, hein. 10% c'est pas un truc de mollasson. Et puis je voudrais vous dire aussi qu'on a, il y a une pétition qu'il faut signer. Alors c'est sûr, si on a 500 signataires dans cette pétition, on va pas avoir l'air malin quand on va la déposer sur le bureau du ministre. Bah, allez, mais si on a 1 million de fonctionnaires territoriaux qui signent cette pétition, eh ben, quand on va aller voir le ministre, on aura un peu plus de poids pour dire, bah voilà, il y a une pétition, mais si on a 1 million de fonctionnaires en France, 1 million de fonctionnaires territoriaux qui vous demandent d'augmenter le point d'indice de 10%, donc va peut-être falloir faire quelque chose. On va aller voir et c'est pas 1% qui sera accepté par les agents, nous on veut 10%, donc il faut commencer les négociations en partant de 10%. Non, c'est... Je vous mets le lien dans la description pour nous aider, pour signer cette pétition, pour obtenir 10% de hausse du point d'indice dans la fonction publique.
Autre information sociale et syndicale tirée du comité technique du 31 mai 2022 que je partage avec vous. On a demandé aux élus aux conseils régionaux qui siègent en comité technique que les primes au conseil régional, quand je dis les primes c'est le régime indemnitaire, soient automatiquement revalorisées du coût de la vie, qu'il y ait un dispositif qui soit mis en place pour revaloriser automatiquement les primes du coût de la vie. J'en ai déjà parlé, je vous en reparle là. Je vais prendre quelques minutes pour vous expliquer pourquoi c'est absolument nécessaire de le faire et de mettre en place un tel dispositif dans la délibération de régime indemnitaire du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Je prends un exemple, Franche-Comté, Conseil régional de Franche-Comté, mais je prends la Franche-Comté, j'aurais pu faire pareil avec la Bourgogne, le Conseil régional de Bourgogne, c'est pour remonter un petit peu dans le temps. Un agent de catégorie C, il avait 329 € de prime par mois au Conseil régional de Franche-Comté. 329 €, je vous le dis, c'est 329 € pour un agent de catégorie C. On arrondit à 330. On est en 2022. Si on prend le même grade, un agent de catégorie C en 2022, combien est-ce qu'il a de primes par mois au Conseil régional fusionné de Bourgogne-Franche-Comté? Pareil, 330 € par mois. Est-ce que vous trouvez ça normal? Si vous ne trouvez pas ça normal, est-ce qu'on peut regarder ensemble ce que cet agent de catégorie C, qui a toujours 330 € de prime aujourd'hui en 2022, combien est-ce qu'il a perdu? Combien valent ces 330 € en 2022? Eh bien, on devrait être à 383 € en 2022 si ça avait suivi le coût de la vie. C'est 53 € que l'agent en question, l'exemple, le collègue, mais c'est une vraie personne, 53 € par mois que ce collègue a perdu, qu'un agent de catégorie C au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté a perdu. Il a perdu 53 €. En 2022, vous perdez tous les mois 53 € de pouvoir d'achat. Vous perdez aujourd'hui parce que le Conseil régional ne revalorise pas les primes automatiquement du coût de la vie, vous perdez aujourd'hui 53 € par mois. Donc nous, on a demandé aux élus de prendre l'engagement d'indexer les primes, d'indexer le régime indemnitaire sur le coût de la vie. Et donc le vice-président, Patrick Ayache, a pris l'engagement de traiter ce sujet au moment de la réforme du régime indemnitaire, c'est-à-dire au 1er janvier 2023, premier trimestre 2023. Donc on a arraché à l'exécutif, arraché au VPRH, il a donné son accord que ce sujet de l'indexation des primes sur le coût de la vie, qu'on mette en place un dispositif pour le permettre, eh bien ça soit dans le prochain régime indemnitaire au Conseil régional. Donc on était assez content d'avoir arraché cette modification du régime indemnitaire, je voulais vous le dire. Autre bonne nouvelle que je vous partage, c'est sur les mutuelles. L'UNSA a obtenu aussi un autre engagement du VPRH, Patrick Ayache, au moment du comité technique du 31 mai. C'est-à-dire, nous on avait demandé d'augmenter, en gros, de mettre en place un dispositif qui permettait d'augmenter le nombre d'agents éligibles à la participation maximum de la région à la mutuelle. Je vous explique. On peut avoir 30 € par mois de prise en charge de notre mutuelle au Conseil régional à condition d'avoir un indice majoré inférieur à l'indice majoré 400. Si vous avez un indice majoré supérieur à 400, c'est 20 € de participation. En dessous de 400, c'est 30 €. Et donc nous, à l'UNSA, on a écrit au vice-président, avant le comité technique, au vice-président Patrick Ayache, pour lui dire que ce seuil de l'indice majoré 400, il fallait le revoir parce qu'il excluait trop d'agents au Conseil régional. Ce seuil, il a été fixé en 2018, quand le minimum de traitement de la fonction publique, il était à l'indice 326. Aujourd'hui, le minimum de traitement de la fonction publique, il est à l'indice 352. Il y a eu une évolution, il y a le coût de la vie, voilà. Donc, c'était important pour l'UNSA d'augmenter au moins dans les mêmes proportions le seuil pour avoir la participation maximum, de suivre l'évolution du coût de la vie, même logique que pour les primes. Et bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire au moins un relèvement du seuil de 400 à 426, c'est-à-dire que tous les agents qui sont en dessous de 426, ils auraient la participation maximale. Si c'est 430 ou 440 ou 450, on prend aussi. Et pourquoi? Pour permettre à davantage d'agents d'avoir la participation maximum, davantage d'agents de passer de 20 à 30 € par mois de participation du Conseil régional. Et donc, on a bataillé pour ça et le VP a donné son accord en comité technique du 31 mai pour accepter cette modification. Et il a demandé à la DRH de mettre en œuvre cette modification, d'en parler à Dialogue Social pour intégrer cette modification très prochainement. Et la DRH a dit que ça serait fait dans le cours de l'année. Donc, encore une bonne nouvelle que je voulais vous partager sur le pouvoir d'achat. Autre information sur la fermeture obligatoire du Conseil régional en fin d'année. Alors là, c'est un sujet où on a fortement mis la pression sur l'exécutif, sur la majorité, sur l'administration,
pour qu'on puisse en reparler. De revenir sur ce dossier de la fermeture obligatoire du conseil régional en fin d'année, qui n'avait fait l'objet d'aucun débat et d'aucun vote dans de bonnes conditions au dernier comité technique. C'était un vote forcé en fait, il n'y avait pas eu de débat. Et donc le vice-président Patrick Ayache a dit qu'il était d'accord au comité technique d'entamer pour qu'on puisse, nous l'UNSA, nous exprimer, présenter nos arguments, avoir un débat avec les représentants de l'autorité, les élus. Donc on a expliqué plusieurs choses. D'abord que les agents, ils n'avaient pas tous des RTT et qu'ils ne pouvaient pas tous poser 2 semaines de congé en décembre, comme revendiqué par l'administration et par un autre syndicat. On ne peut pas tous poser 2 semaines de congé en décembre. On ne génère pas des congés, des RTT comme ça. Aussi que dans certains services, cette dernière semaine de l'année, en fait, elle permettait aux agents qui ne la prenaient pas d'instruire des dossiers complexes dans le calme, sans être à 3-4 dans un bureau, puisqu'il y a moins de monde, et de pouvoir travailler de manière plus tranquille, plus qualitative. Et puis aussi, il y a un autre problème qu'on a expliqué en comité technique, c'est le problème de la continuité du service public. Parce que oui, dans certaines directions du conseil régional, eh bien, les porteurs attendent jusqu'au dernier moment, jusqu'au 30, jusqu'au 31 décembre, pour déposer leur dossier. Et donc, si on ferme la dernière semaine de l'année, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir changer tous les règlements d'intervention du conseil régional pour supprimer cette date du 31 décembre comme date limite de dépôt du dossier. Parce que les porteurs de projets ne pourront pas déposer leur dossier, le conseil régional il sera fermé. Donc ils ne pourront pas venir déposer leur dossier pour récupérer un AR dossier déposé ou pour déposer un marché public même. C'est pas possible puisque la dernière semaine de décembre, il n'y aura plus de service public régional. Donc pour être clair, ça veut dire quoi ça, Ça veut dire qu'un chargé de mission, un chargé de programme, il ne pourra pas aider un porteur de projet la dernière semaine de décembre parce que il ne travaillera pas. C'est même pas une question de répondre au téléphone, c'est-à-dire que la région elle est fermée. Donc pas de réponse aux porteurs de projets en fin d'année, c'est quand même un gros problème. Alors sur ce dernier argument, c'est sans doute celui qui a fait le plus mouche, on va dire, puisque l'administration elle a semblé découvrir le problème, apparemment personne ne lui en avait parlé. Et puis il a été répondu comme ça qu'il suffisait de modifier les documents puis d'informer préalablement les porteurs de projets que ça poserait pas de problème. Ah oui, c'est sûr que c'est encore un truc qui va pas nous faire du boulot supplémentaire, quoi. C'est-à-dire qu'on ne demandait pas la fermeture obligatoire du conseil régional, on ne demandait pas l'arrêt du service public régional, donc on se récupère ça, puis en plus il va falloir prévenir tous les porteurs, modifier tous les documents, donc c'est du travail supplémentaire. Donc je pense qu'on n'est pas tout à fait quand même dans le même mindset sur les priorités. Bon, malgré tout, comme l'administration a vu que ça bloquait, on a obtenu des ajustements, on a obtenu du DGS que l'administration s'engage à trouver des solutions à toutes les situations individuelles de collègues qui ne pourraient pas poser 2 semaines de congé en fin d'année. Ce qui a été évoqué à demi-mot, c'est de prendre ses congés ou ses récup par anticipation sur 2023. C'est aussi que ces collègues, dans les situations particulières, puissent cumuler des heures, des minutes, à partir de maintenant et jusqu'à la fin de l'année, pour pouvoir poser suffisamment de jours de congé sur ces heures supplémentaires effectuées là, sur cette dernière semaine d'année et ne pas être pénalisés. Donc ça, on l'a obtenu de l'administration et donc le DGS a demandé à la DRH de nous caler une commission de dialogue social pour nous présenter la mécanique pour savoir comment cela allait se mettre en œuvre, comment les agents allaient pouvoir cumuler des heures et des minutes à partir de maintenant jusqu'à la fin d'année pour pouvoir poser une semaine complète en fin d'année puisque les agents allaient pouvoir fermer. Donc ça c'est acté aussi, on l'a obtenu. Je termine sur le rapport qui a été présenté en comité technique pour demander aux représentants du personnel de valider une décision de justice en rapport avec le complément indemnitaire annuel. Décision de justice, c'est l'UNSA qui a gagné au tribunal contre le conseil régional, et donc là, il nous était présenté un rapport pour valider une décision de justice. Donc n'importe quoi. Clairement n'importe quoi, j'ai déjà communiqué sur ce sujet, la région elle a perdu au tribunal, elle n'avait pas le droit de ne pas verser de CIA aux agents en 2018, le CIA qui a été versé en 2019, rapport à l'année 2018. Et donc clairement, nous nous sommes fâchés sur ce rapport qui était présenté en comité technique, car l'administration, de ce qu'on nous a dit, elle avait une commande politique claire des élus du conseil régional de régler le problème. C'est ce que nous a dit le vice-président RH, Patrick Ayache. Et notre administration a trouvé le moyen de ne pas verser totalement ce qu'elle devait aux agents suite à la décision de justice favorable aux collègues qui n'avaient pas eu de CIA en 2018, versé en juin 2019. Pour l'administration, seuls les agents qui devaient avoir un CIA, les A en fait, et qui ont eu 0 de CIA, ils peuvent être rattrapés, ils sont concernés par cette décision de justice. Et encore, pas sur la totalité précise des sommes qu'ils n'ont pas eues, sur une nouvelle enveloppe qui est créée avec un calcul obscur que personne n'a compris.
Alors nous, ce qu'on a dit à l'UNSA, c'est que c'était au contraire très facile de verser précisément ce qui avait été enlevé aux agents, puisque tous les agents ont eu un courrier en disant vous deviez avoir 360 par exemple, vous avez 0, ben, il suffisait de leur donner 360. Quand tu as, j'ai déjà expliqué, mais quand tu as 30 € d'avantage acquis, d'indemnité de maintien de salaire, parce que tes nouvelles primes avec la fusion de la région, elles sont inférieures à ce que tu avais avant. Tu as 30 € par mois de maintien de salaire. Sur un an, ça fait 360 €. En 2019, tu devais avoir 360 € de CIA. On te dit, ben non, parce que 30 € par mois de maintien de salaire multiplié par 12 mois, ça fait 360. Tu devais avoir 360 de CIA, on te donne 0. Donc la région, elle sait très précisément combien elle n'a pas donné aux agents. Eh ben non, elle ne veut même pas repartir sur ces chiffres très précis. Elle met en place une nouvelle enveloppe dont on n'a pas bien compris d'où elle venait, dont on n'a pas compris le calcul et dont on nous explique que puisque ça concerne que 50 agents, on ne peut pas vous dire comment on a fait parce que ça va les mettre mal et puis ça concerne que les A+, en fait. Mais nous, c'est pas notre sujet, c'est pas notre propos. La région, elle n'avait pas à ne pas verser de CIA en 2018. Il est illégal d'exclure des agents du CIA. Et donc, c'était le bon moment, puisqu'il y a une décision de justice, pour verser du CIA à tous les agents, pas simplement ceux qui devaient en avoir et qui ont eu 0, tous les agents qui n'ont pas eu de CIA, tous les agents, tous, les C, les B, les A, tous les agents. Et il fallait utiliser cette décision de justice, qui nous est favorable, UNSA, mais qui permettait à la région de se rattraper, de montrer combien elle considère les agents du conseil régional pour verser du CIA à tous les agents. Eh ben non, l'administration, elle ne veut pas verser du CIA à tous les agents. Donc on a senti un malaise. Les représentants de l'administration ont dit mais de toute manière on n'a qu'à verser qu'1 € à tous les agents puis ça ira. Enfin bon, ça allait partir clairement en cacahuète. Et puis là, le vice-président RH a calmé le jeu, nous a demandé, nous à l'UNSA, d'accepter, de faire confiance à l'administration sur le fait qu'il était indispensable d'avoir une délibération votée en comité technique et présentée aux élus du conseil régional pour solder ce dossier juridique. Il nous a dit qu'il fallait faire confiance à l'administration. C'était une demande du vice-président, les yeux dans les yeux. Et qu'il prenait l'engagement que ces problèmes sur le CIA, cette question du CIA, seraient réglés à l'occasion de la réforme du régime indemnitaire qui arriverait en 2023. Bon, donc nous on a dénoncé le rapport présenté, qui ressemblait absolument à rien. D'ailleurs, on n'avait même pas, le rapport qui est présenté ne ressemble même pas à une délibération. Hein. On sait même pas concrètement à quoi va ressembler la délibération rectificative du régime indemnitaire de 2018 qui va être présentée au vote des élus en 2022. Bon bref. Mais en même temps, le vice-président, les yeux dans les yeux, nous a dit il faut, messieurs les représentants de l'UNSA, solder cette affaire, faites-nous confiance, on solde ça, et ensuite on remet à plat cette question du CIA pour tous les agents dans le régime indemnitaire 2023. Voilà, donc on fait confiance à l'administration. Moi je crois en la parole des élus. Le vice-président RH Patrick Ayache s'est engagé à rattraper le coup fortement sur l'indemnitaire dans le prochain régime indemnitaire. Et bien puisqu'il s'est engagé à rattraper le coup, l'UNSA a accepté de faire confiance, on a accepté de faire confiance. On accepte ce qui est présenté par l'administration puisqu'elle nous dit qu'ils n'ont pas le choix, ils sont obligés de faire comme ça, ce qui n'est pas du tout notre analyse. Et puis puisque le vice-président RH nous demande de faire un effort, on va faire un effort. Donc vous avez compris dans mon ton qu'on n'était absolument pas d'accord avec la méthode de l'administration qui est une radinerie. Ils pouvaient donner du CIA à tous les agents, ils ne le font pas. Sans nous expliquer vraiment pourquoi d'ailleurs, sauf évidemment la raison c'est faire des économies, bien sûr, mais comme le VPRH s'est engagé à rattraper le coup et à faire un effort sur l'indemnitaire qui arrive dans 6 mois, on verra, donc on va faire confiance. Bon, j'arrête là, je vous ai donné l'essentiel sur les dossiers les plus sensibles, sur ceux que je voulais mettre en avant dans cette communication. Faire un effort, pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, et puis abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines publications. À bientôt.